On les appelle effectivement les GAFAs pour Google, Apple, Facebook, Amazon. À eux seuls, ces 4 géants atteignent une capitalisation boursière de près de 2000 milliards de dollars. Une telle force économique concentrée sur si peu d'entreprises, ça n'avait encore jamais existé dans l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et l'énorme pouvoir des GAFAs ne se limite pas à l'économie. Ces géants ont un impact dans le champ politique, dans le domaine social, dont nous allons tenter de mesurer les conséquences avec notre invité du jour, Boris Baud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en humanité numérique à l'Université de Lausanne. Les GAFA qui ont un pouvoir économique inégalé, on l'a dit, 2000 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut mesurer les conséquences d'un tel pouvoir sur l'État, sur les États, notamment quand ces mêmes États essayent de leur faire face et de leur empêcher notamment de ne pas payer d'impôts? Est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Est-ce que c'est mesurable? Alors, mesurable, très probablement pas. En fait, le débat est précisément un débat de souveraineté. L'expression GAFA n'est d'ailleurs pas utilisée aux États-Unis, par exemple. Pourquoi? C'est un débat tout à fait européen, et notamment parce qu'on n'a pas d'équivalent en Europe, et c'est la raison pour laquelle probablement cette expression a cristallisé une forme d'inquiétude à l'égard de ce type d'acteurs. Et vraiment, cette expression, on la trouve essentiellement qu'en France déjà, et sinon en Europe. Donc c'est un acronyme qui ne s'utilise que par peur, au fond. On les désigne parce qu'on en a peur, et ça se fait en Europe, en France, et pas aux États-Unis. Exactement. Alors, une peur probablement légitime, vous l'avez souligné. Capitalisation aussi importante, ça mérite une attention, notamment si on les compare à l'ensemble des entreprises les plus grandes capitalisations dans le monde. Elles sont les 4 dans les 6 plus importantes. Une autre étant Microsoft et l'autre étant la holding de Warren Buffett. Donc on a en fait 5 sur 6 qui relèvent du numérique. D'ailleurs, on dit parfois GAFAM pour étendre cette expression avec M comme Microsoft. Mais on oublierait vite IBM, Uber, Tesla. Et pourquoi je cite ces plus petits ? C'est parce que ce qui est très intéressant dans ce phénomène et ce qui appelle du débat et une forme d'inquiétude, c'est leur croissance. C'est pas seulement le fait qu'elles soient si importantes en termes de capitalisation, mais c'est le fait qu'elles n'ont pour la plupart qu'une petite vingtaine d'années. Or, en une vingtaine d'années, asseoir une telle position et générer autant de capitalisation et même maintenant de chiffre d'affaires, c'est effectivement tout à fait inédit. Ça renverse totalement le rapport à l'État. Peut-être même se substitue-t-elle peu à peu aux États, ces entreprises-là, aux États traditionnels? Alors, c'est un débat qui peut se poser en différents termes. Il y a le problème de souveraineté tout à fait conventionnel, puisqu'on a affaire à des transnationales qui ont une activité extrêmement diffuse et puis qui jouent aussi sur la concurrence des États et les problèmes de législation. Dans la pratique, bien qu'elles soient cotées en bourse et donc font l'objet d'investissements internationaux, elles ont aussi une législation qui dépend beaucoup des États-Unis. Elles ont une culture aussi qui relève beaucoup de celle des États-Unis, notamment en termes de puritanisme, par exemple, ce qui est souvent souligné à l'égard pour ce cas particulier, Facebook et Apple. Donc on voit qu'il y a effectivement à la fois un ancrage aux États-Unis, à la fois pour eux une volonté de se soustraire à ces ancrages, et puis il y a par ailleurs, je dirais, un héritage qui relève un peu de la cyberculture, qui est très présent chez les entrepreneurs qui ont développé ce type d'entreprise, et qui entretiennent souvent une certaine défiance effectivement à l'égard de l'État. Plutôt anarchiste cette cyberculture, oui. Alors anarchiste, disons libertaire, et donc une forme... en tout cas, une idée selon laquelle l'information doit circuler sans entrave et la réglementation pose surtout des problèmes. Alors, je dirais que ça les arrange bien, mais maintenant, ça a été relativement bien étudié en sciences sociales. On a compris qu'il y a eu un malentendu puisque la gauche et la droite américaine, si je puis dire, se sont reconnues un peu dans ces entreprises lors de leur développement parce qu'elles incarnaient les deux formes de liberté. C'est la liberté à la fois des mœurs et de l'expression et puis libéralisme économique, raison pour laquelle les républicains et les démocrates les ont laissés grandir très vite. On sait que Donald Trump n'est pas totalement ami avec la Silicon Valley, à part certains dirigeants qui se sont rangés à ses côtés, il y en a un ou deux, pas beaucoup plus. Est-ce que là, les choses peuvent changer sur l'existence de ces GAFA, dont vous dites qu'elles sont à la fois les héritières d'un certain puritanisme américain et en même temps de la cyberculture libertaire? Est-ce que Donald Trump, qui fait bouger toutes les lignes là, depuis qu'il est au pouvoir, peut aussi faire bouger ces lignes-là? Comment vous voyez les choses?
Alors sur ce plan, on touche à un autre aspect des GAFA qui est plus problématique. Non seulement il y a beaucoup d'autres entreprises concernées, dont le risque c'est de se concentrer l'attention sur peu, et l'autre c'est qu'elles sont très différentes finalement, et qu'elles recouvrent des... Au fond, elles n'ont pas un modèle homogène, ces GAFA. Voilà, absolument pas. Et je trouve que parfois, disons, ça nuit un peu au débat, notamment parce que Google et Facebook sont vraiment très différents dans leur fonctionnement de la plupart des autres entreprises qu'on a évoquées, notamment parce que ce sont surtout des entreprises dont l'activité repose sur la publicité, et dès lors, elles ont un intérêt énorme pour le tracking, le suivi de l'information, ce qui porte des problèmes spécifiques de vie privée que Amazon et Apple n'a pas dans les mêmes termes. Alors, du coup, si on considère la relation que ces entreprises peuvent avoir avec un gouvernement, elle va différer. Les enjeux ne vont pas être les mêmes. Dans la relation, d'un côté, on va leur demander d'accéder à des informations très personnelles sur les individus. Dans l'autre cas, par exemple, de rapatrier la production pour entretenir une certaine idée d'une Amérique qui, disons, se redonne les moyens de sa croissance en interne. Posons la question comme ça. Trump peut faire plier Apple et rapatrier la production des smartphones aux États-Unis. C'est des choses envisageables, ça? Enfin, vous n'êtes pas économiste, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question qu'on se pose tous? Il faut être prudent, notamment à l'égard de la politique de Trump et de telles entreprises qui sont quand même extrêmement puissantes par ailleurs et qui ont déjà traversé des gouvernements tout à fait différents. Il est vrai que Trump incarne, disons, une forme d'autoritarisme pour l'instant, on verra si ça dure, qui interroge sur ce point. Il est probable que Apple collabore en partie, et notamment parce que c'était déjà dans l'air du temps. C'est-à-dire, indépendamment de l'élection de Trump, c'est un débat qui était déjà engagé, notamment parce que la Chine est un peu moins intéressante qu'elle ne l'a été, et que cette demande peut aussi être intéressante en termes d'image. Or, ce qu'il se passe dans la pratique, et ça va être peut-être la déception de Trump, c'est que le projet actuel, c'est plutôt un projet avec Foxconn d'usine qui sera essentiellement automatisée. Ouais, Foxconn, c'est le chinois qui est sous-traitant d'Apple. Voilà, exactement. Et il y a bien une idée de rapatriement de la production, mais elle sera faite essentiellement par des machines. Bon, les GAFA qui se vantent d'avoir participé au printemps arabe, tout en refusant toute implication dans le champ politique, et donc aussi dans l'élection de Trump, quel impact ces GAFA, même si, vous nous l'avez dit, c'est un acronyme très européen et qui regroupe des entreprises qui n'ont pas du tout le même modèle d'affaires, mais quel impact ont ces 4 grandes ou 5 grandes entreprises sur la démocratie? Est-ce que le pouvoir économique concentré dans ces entreprises change aussi la notion de la démocratie dans le monde? Vaste question que je vous soumets, Boris Baud. Bon, c'est une vaste question qui fait l'objet d'un débat extrêmement vif dans les sciences sociales actuellement. Parce que, disons, que ce soit chez les sondeurs pour d'autres raisons ou chez les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent aux médiations et à la façon dont l'opinion se développe, on a là eu une surprise aux États-Unis qui engage à se poser la question de la responsabilité de ces entreprises. Sur ce point, là, vraiment, les GAFA ne fonctionnent plus en termes d'acronymes. C'est-à-dire que Google et Facebook ont un rôle tout à fait à part. Il faudrait y ajouter Twitter, qui est rarement évoqué lorsqu'on parle de GAFA. Et même lorsqu'on parle de Google et de Facebook, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Dans un cas, il y a un débat qui est sur la façon, dans un moteur de recherche, de hiérarchiser l'information. Et dans l'autre cas, dans plutôt des relations sociales, la façon de créer un entre-soi. Dans les deux cas, le débat, c'est un débat maintenant qui porte un nom bien connu qu'on appelle la bulle de filtre, qui... notamment aux États-Unis, il y avait avant un précédent qui est ce qu'on appelle echo chamber, c'est la chambre d'écho, et qui est un phénomène en fait tout à fait connu en sciences politiques. La bulle de filtre, moi c'est la première fois que j'entends ça. Alors je suis désolé. Oui. Mais c'est très bien que vous soyez là pour nous en parler. C'est un débat qui est très vif alors peut-être chez les spécialistes. Ça a peut-être fait l'objet d'un débat plus intense aux États-Unis parce qu'eux ont été particulièrement frappés par l'élection de Trump et la façon dont elle s'est produite. C'est l'idée selon laquelle les bulles de filtre ou les chambres d'écho, par un système un processus social et algorithmique, il y a un entre-soi qui se crée qui tend à conforter l'opinion. Oui, alors c'est ce qui s'est passé pour l'élection de Trump. Exactement. Oui. Et donc la responsabilité de Facebook, elle s'est posée en plusieurs termes. Le premier terme, c'est en quoi leurs algorithmes ont entretenu ça, c'est-à-dire un phénomène social préexistant, c'est-à-dire on cherche à conforter son opinion. En quoi, parce que leur modèle économique repose sur la captation de l'attention, ils ont tout intérêt à maintenir ça, c'est-à-dire que les personnes se sentent dans un environnement confortable, familier, qui leur donne envie de rester, de ne pas être dérangées et de prendre le risque de quitter. Et par ailleurs,
en quoi, et ça c'est un autre point qui a été révélé dans un deuxième temps, leur fonctionnement économique a aussi encouragé ça, a encouragé la façon dont cette campagne s'est faite, à savoir non pas sur l'information, mais sur la sensation et l'émotion. Savoir que ce qui compte, c'est de cliquer, c'est de liker, et de ce point de vue-là, le fait que le message soit vrai ou pas n'a aucune incidence. Donc, qui transforme l'opinion publique et son façonnement transforme la démocratie. Vous êtes d'accord avec ce postulat? Tout à fait. Donc, ces entreprises sont en train de transformer notre démocratie. Sciemment, consciemment, cette bulle de filtre, au fond, est pilotée par des cerveaux qui la pensent, ou ce sont les algorithmes qui prennent le relais, Boris Baud? C'est une question extrêmement délicate. Dans la pratique, on voit bien que l'issue de l'élection n'était pas à leur avantage. Donc la réflexion... Vraiment? Alors, en tout on peut se poser la question. En tout cas, Zuckerberg l'a exprimé assez clairement. Ouais. Ce qui est rare, c'est une des premières fois où il s'est exprimé politiquement. Il a toujours essayé de ménager démocrates et républicains. Et notamment lors du débat, à propos du mur, par exemple, c'est un des rares moments où il a dit on est là pour créer des ponts et pas ériger des murs. Ce qui était une attaque ouverte. On sait très bien qu'Apple avait aucun intérêt aussi à l'élection de Trump. Donc je pense que là, ils ont été pris un petit peu à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place sciemment des mécanismes qui ont des présupposés sur les relations sociales et qui, là, par un phénomène d'amplification, a pris, disons, une tournure qui n'était pas nécessairement celle qui était désirée. Bon, on a pas mal évidemment d'interrogations autour de ces entreprises. On a le comité Orwell, qui est un groupe de journalistes français, plutôt de droite d'ailleurs, dont fait partie Natacha Polony par exemple. Le comité Orwell qui reproche aux GAFAs une forme de nivellement par le bas avec leurs outils, que sont les smartphones, les réseaux sociaux, Internet, les moteurs de recherche. Google, là on est au centre du débat. Ces groupes auraient créé la société de la surveillance, l'uniformisation du goût. Ça, c'est un reproche, on parle aussi de démocratie, au fond, là, le goût, l'opinion publique, ça, c'est un reproche qu'on peut leur faire. Comment le chercheur en sciences sociales que vous êtes peut répondre à cette question? Alors, l'uniformisation du goût, c'est là vraiment une question extrêmement plus complexe que les précédentes, il me semble. La mondialisation est attaquée de toute façon sur ce plan, elle l'était avant même l'émergence de ces entreprises-là. C'est pas évident dans ce qu'on observe, parce qu'on observe, il y a des inquiétudes tout à fait opposées en fait. Le fait que dans des systèmes sociaux plus conventionnels, il y a une pression sociale, à l'image un peu du village, qui normalise relativement les pratiques et qui autorise certaines déviances. Ce qu'on observe sur Internet, c'est plutôt le maintien sensiblement de cette tendance-là, mais aussi le développement de pratiques beaucoup plus marginales, de cultures beaucoup plus singulières, et qui peuvent exister parce qu'elles trouvent une masse critique suffisante pour s'organiser et se développer. Et à cet égard, donc le Google et Facebook permettent ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elles referment un petit peu sur soi, mais elles créent aussi des mondes qui sont beaucoup plus marginaux qu'ils ne le paraissent pour ceux qui le pratiquent. Bon, et puis ces groupes ont aussi institué une forme de surveillance, de profilage qui alors c'est étonnant pour des entreprises dont les origines sont plutôt libertaires, vous le disiez, c'est cette forme de surveillance qui rétrécit le champ de nos libertés individuelles, des milliers de données, des millions, des milliards de données collectées comme ça. Est-ce que tout ça, question complotiste évidemment, est mis au service d'un projet économiquement ou politiquement totalitaire? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? On entend beaucoup ce mot de big brotherisme des GAFAs. Est-ce que c'est censé? Alors, 1984 apparemment connaît un saut dans les ventes récemment, donc le lien, on peut les mettre. Le lien est fait, oui. On peut les mettre, mais dans la pratique, c'est certain, du point de vue économique. C'est même le principe même du fonctionnement de Facebook et de Google, c'est d'étendre le ciblage, c'est-à-dire une identification, un profilage extrêmement précis à des fins de ciblage en termes d'économie, c'est-à-dire de définir des profils, et du point de vue d'ailleurs de l'unification des pratiques, ça va tout à fait à l'encontre de ça. L'idée, c'est d'individualiser le plus possible l'offre. Et ce sont vraiment les rares acteurs, Facebook et Google, à être capables de ça. Apple et Amazon un peu, Amazon dans des domaines très particuliers, mais Google et Facebook sont les rares à avoir une vision beaucoup plus transversale, et notamment, alors c'est une anecdote mais elle mérite d'être quand même présentée, Google Maps, qui est souvent présenté comme un moyen de s'orienter, a développé récemment des informations par exemple sur la fréquentation des lieux dont les magasins. Et le but, à un terme un petit peu plus lointain, mais pas si loin, c'est de permettre d'avoir cette vision beaucoup plus totale qui hybride
les pratiques en ligne et hors ligne et d'avoir une idée du profil d'une personne en fonction des magasins qu'elle fréquente, des lieux culturels qu'elle fréquente, des sites qu'elle fréquente. Donc totalitarisme économique et totalitarisme social. Alors économique, c'est vraiment ça, c'est certain, c'est le principe même. Après, social, c'est plus délicat. Dans leur motivation, on peut le suspecter, mais là, ça sera très différent encore selon la culture de ces entreprises. Google et Facebook n'ont pas la même culture non plus. Oui, vous avez bien fait de démonter ou de détricoter cet acronyme GAFA. Hein. Bon, l'amour à l'âge du numérique. On vient à un sujet de presse là, avec vous, Boris Baud. Esther Coco et Dominique Chauffat sont avec nous. C'est une nouvelle entreprise qui vient concurrencer les classiques sites de rencontres comme Tinder, j'imagine. Le fondateur de Once, on doit le prononcer à l'américaine, c'est le nom de l'entreprise, croit que la durabilité peut aussi rimer avec les technologies de l'information. Oui, Once, c'est une start-up dont le siège est à Zurich, mais dont la plupart des employés travaillent à Londres. Et selon l'Argauer Zeitung, l'application Once se différencie des autres sites de rencontres de deux façons. Alors d'abord, elle encourage les rencontres lentes, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer à chaque utilisateur une multitude de profils, elle lui propose un seul partenaire potentiel par jour, incitant les utilisateurs à prendre le temps de faire connaissance, un concept qui plaît particulièrement aux femmes, paraît-il. Mais surtout, au lieu que ce soit des algorithmes qui réunissent les candidats compatibles, ce sont des personnes en chair et en os qui font les entremetteurs et qui réunissent des hommes et des femmes en fonction de leurs photos et de leur profil, car, dit Jean Meyer, le patron de l'entreprise, l'amour est une chose bien trop sérieuse pour être confiée uniquement à des algorithmes. Encore un espoir, Boris Baud, alors. Tout ne sera pas confié à des algorithmes. C'est à voir. Là, c'est une tentative aussi parce que ça répond à une demande exprimée. Mais dans le domaine, il faut se méfier des demandes exprimées. C'est-à-dire que toute la force de Facebook et de Google, c'est qu'indépendamment des plaintes à son égard et de ses critiques algorithmiques, globalement, les utilisateurs sont satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle on les utilise et c'est la raison pour laquelle ils utilisent ces algorithmes. Ce type de marché, je pense, a une place parce qu'il y a des pratiques extrêmement diverses en matière de rencontres et tout le monde ne se satisfait pas de Tinder et autres. Je pense que on est typiquement dans un domaine où beaucoup de choses sont expérimentées et puis certaines se développent, disparaissent et le numérique, je dirais plus généralement, reconfigure en fait, pour le dire froidement dans des termes économiques, la rencontre entre l'offre et la demande. Et les rencontres amoureuses n'ont pas échappé à ce phénomène et ont, disons, simplifié cette sorte de visibilité de l'offre et de la demande. Par contre, les modalités pratiques peuvent différer parce qu'il y a des réactions très différentes. Certains apprécient le côté extrêmement un petit peu marchand de Tinder et d'autres pas, ou certains en fait, l'ont beaucoup aimé et n'aiment plus. Et donc, il y a vraiment en ça une place pour des formes extrêmement diverses. Et je pense que, voilà, tant mieux qu'il y ait cette diversité. Alors, autre sujet de l'ubérisation du monde, c'est Airbnb qui détient de plus en plus d'appartements dans la vieille ville de Berne, ce qui énerve l'association des guides de la vieille ville. L'espace vital de la vieille ville ne doit pas être dévoré par l'offre hôtelière d'Airbnb. C'est le cri du cœur des guides de la ville de Berne qui déplorent l'explosion de l'offre de résidences secondaires et d'appartements à louer temporairement. Des appartements au prix d'or, un 3 pièces à la Rathaus Gasse peut être loué entre 1800 et 4500 francs par mois, plus de 175 francs la nuit. Et du coup, les espaces habitables se transforment en des lieux de passage, déplore la présidente des guides. Des députés ont entendu son appel. Une motion sera déposée au Parlement de la ville pour interdire la transformation d'appartements en résidences secondaires dans le centre historique. C'est pas un combat d'arrière-garde, ça interdire ce que fait Airbnb, Boris Baud? Non, je ne crois pas. Et alors pourquoi ce sont typiquement Uber et Airbnb qui font l'objet des réglementations les plus dures? C'est précisément parce que ces entreprises ont un ancrage territorial très fort. Ça repose sur des véhicules dans la rue, sur des appartements. Donc la réglementation est plus facile, plus conventionnelle. Alors que Facebook et Google sont beaucoup plus durs à réglementer puisqu'ils ont une pratique... Parce qu'elles échappent aux règlements locaux. Voilà, et leur fonctionnement qui est beaucoup plus réticulaire et dématérialisé rend le contrôle... On peut gagner un combat économique entre Airbnb et Uber quand on est un taxi ou un hôtel traditionnel? Il faut être sûr en tout cas de mener le bon combat. A priori, moi je pense qu'il faut mener ces combats et la réglementation on finit tout souvent par la réinventer. C'est exactement ce qui se passe avec Uber où les chauffeurs finissent par se rendre compte que c'est pas pour rien que le transport était réglementé, passer l'illusion du premier moment en tout cas. Et dans Airbnb, il se passe sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un premier moment d'engouement où on a bien vu en quoi, là encore, une simplification de la rencontre entre l'offre et la demande a maximisé et donc répondu à une demande. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'utiliser Airbnb. Par contre, ça pose des problèmes
plutôt systémique, notamment en termes de réaffectation du logement, et qui va poser des problèmes pour des résidents qui peuvent plus s'adapter à des prix qui sont plus du tout appropriés.